À Madagascar, des centaines de partisans de l'opposition ont à nouveau manifesté dans la capitale, Antananarivo. Objectif, dénoncer la répression meurtrière du rassemblement antigouvernemental le samedi dernier. La lutte implacable contre la corruption en Angola s'intensifie. Le président João Lourenço a démis de ses fonctions ce lundi le chef d'état-major de son armée, le général Geraldo Sachipengo Nunda. Enfin, la Confédération africaine de football CAF va contribuer à la préparation des 5 équipes africaines qualifiées pour le Mondial 2018. 500 000 $ chacune, annoncés par le président de l'instance Ahmad Ahmad. Voilà pour le sommaire de cette nouvelle session de l'information sur Sika. À toutes et à tous, bonsoir et bienvenue. À Madagascar, des centaines de partisans de l'opposition ont à nouveau manifesté dans la capitale Antananarivo pour dénoncer la répression meurtrière du rassemblement antigouvernemental le samedi dernier. Militaires et policiers en armes ont interdit dès les premières heures du jour les accès à la place du 13 mai aux protestataires avant de se retirer en fin de matinée. Des partisans de l'opposition malgache ont à nouveau défié ce lundi le président Heri Rajaonarimampianina dans la capitale Antananarivo. Ils étaient des centaines à manifester pour dénoncer la répression meurtrière du rassemblement antigouvernemental de samedi dernier qui avait fait 2 morts et 16 blessés selon un bilan provisoire de sources hospitalières. Militaires et policiers en armes ont d'abord interdit ce lundi les accès à la place du 13 mai aux protestataires avant de se retirer en fin de matinée. Le ministre malgache de la Défense, le général Benisavier Rasolofonirina, a expliqué lors d'une conférence de presse que c'est pour éviter les affrontements violents qui pourraient entraîner de grands dommages entre malgaches que les forces de l'ordre ont choisi de quitter la place. Dans le calme, les partisans de l'opposition ont alors pris le contrôle de la place du 13 mai pour y honorer la mémoire des victimes des violences de samedi. Le président malgache, qui a dénoncé dimanche soir un coup d'État lors d'une allocution à la télévision et sur les réseaux sociaux, a appelé tous les malgaches au calme. Le président angolais João Lourenço a démis de ses fonctions ce lundi le chef d'état-major de son armée, le général Geraldo Sachipengo Nunda, ce 1 mois après sa mise en cause par le bureau du procureur général dans une affaire de corruption. Les détails. Dans un communiqué, João Lourenço a annoncé sans commentaire son remplacement par le général Antonio Egidio de Souza Santos. Le 26 mars, le procureur général adjoint du pays avait révélé l'inculpation du général Sachipengo Nunda et de 3 autres officiers supérieurs dans une enquête portant sur une fraude chiffrée à 50 milliards de $. Depuis son arrivée au pouvoir en septembre dernier, Lourenço a fait de la lutte anticorruption une de ses priorités. Il n'a pas hésité à limoger de nombreux proches de son prédécesseur, José Eduardo dos Santos, qui lui a cédé les rênes du pays après un règne sans partage de 38 ans, pendant lesquels il a mis l'économie du pays en coupe réglée. Un des fils dos Santos, José Filomeno, a été récemment inculpé pour une tentative de détournement de 1,5 milliard de $, alors qu'il dirigeait le fonds souverain du pays. Sa fille, Isabelle dos Santos, fait, elle, l'objet d'une autre enquête portant sur des virements suspects alors qu'elle exerçait les fonctions de PDG de la compagnie pétrolière nationale Sonangol. Outre ces cas emblématiques, des dizaines de hauts fonctionnaires ou patrons d'entreprises publiques ont été récemment remerciés. Plusieurs autres hauts responsables de l'armée ont été limogés lundi par le président, dont 2 adjoints du chef d'état-major limogé et le chef des services de renseignement extérieur. Cette décision a été prise malgré le vote d'une loi imposée par l'ancien président dos Santos quelques semaines avant la fin de son mandat qui gelait pour 8 ans les nominations aux principaux postes d'encadrement des forces de sécurité. Les relations sont tendues depuis plusieurs mois entre Lourenço et dos Santos. Au Mali, des terroristes ont tiré dimanche des obus vers des camps de l'armée malienne et de la MINUSMA à Tombouctou, sans faire de victimes. Selon des sources de sécurité maliennes et onusiennes, ce sont des tirs indirects venant de la direction de la localité de Goundam, près de Tombouctou. Des obus ont été tirés par des terroristes vers des camps de l'armée malienne et de l'ONU à Tombouctou, sans dégâts visibles. Selon une source de la mission de l'ONU au Mali, ce sont au total 4 obus qui ont été tirés. Au moins 2 de ces obus ont été lancés dans les environs de la MINUSCA, dans cette ville.
Les tirs d'obus de dimanche à Tombouctou surviennent après l'annonce faite par l'armée malienne, selon laquelle elle avait neutralisé vendredi 15 terroristes dans le centre du Mali. Le 14 avril dernier, toujours à Tombouctou, une attaque avait déjà été perpétrée contre le camp de la force française Barkhane et celui de la MINUSCA. Une attaque qui avait coûté la vie à un casque bleu burkinabé et qui avait blessé 7 soldats de l'ONU, 7 militaires français et 2 civils maliens. Elle a été revendiquée vendredi par le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, formé en 2017 et dirigé par le chef islamiste touareg malien, Iag Aggali. On reste au Mali où un collectif de mouvements de jeunes, d'associations et de partis politiques est né, dénommé la Coalition pour l'alternance. Le collectif exige la tenue de l'élection présidentielle du 29 juillet prochain et entend tout mettre en œuvre pour une alternance politique. Le reportage est signé de notre correspondant sur place. À 3 mois de l'élection présidentielle au Mali, le besoin d'une alternance politique se fait de plus en plus sentir. En effet, un collectif dénommé Coalition pour l'alternance vient d'être mis sur les fonds baptismaux. Composé de plusieurs mouvements de jeunes, associations et partis politiques, cette coalition exige d'abord la tenue de l'élection, condition sine qua non selon elle de toute alternance politique. C'est la tenue des élections qui nous importe pour l'instant. Parce que pour qu'il y ait alternance, il faut qu'il y ait élection. Et pour qu'il y ait élection, il faut que l'État s'assume, il faut que l'État crée les conditions matérielles et sécuritaires pour arriver à cela. L'alternance, c'est aussi la tenue des élections. La coalition pour l'alternance fait de son cheval de bataille le départ du président Ibrahim Boubacar Keïta. Selon ses responsables, accorder un second mandat au régime actuel équivaut à une liquidation pure et simple du Mali. C'est pourquoi ils exigent que des dispositions soient prises pour des élections transparentes et crédibles. Vous avez tous entendu le Premier ministre dire que les cartes d'électeurs ne seront prêtes que dans 65 jours. Et ils ont pratiquement 30 à 34 jours pour distribuer. Nous ne les faisons pas confiance. Nous savons que c'est quasiment impossible de distribuer des cartes d'électeurs en 40 jours. Les cartes Nina, en 9 ans, on n'a pas pu distribuer toutes les cartes Nina. Mais ce n'est pas en 30 jours qu'on va distribuer les cartes d'électeurs. Nous sommes perplexes par rapport à ça. Pour atteindre ces objectifs, la coalition pour l'alternance prévoit des meetings synchronisés et des sensibilisations sur l'ensemble du territoire national. Au Niger, la crise scolaire universitaire est loin de connaître son épilogue. Le comité directeur de l'Union des scolaires nigériens vient de lancer un mot d'ordre de grève illimitée. Le gouvernement ferme la porte aux négociations en fermant le campus universitaire. Plusieurs étudiants arrêtés lors de la manifestation du 18 avril dernier ont été déférés et placés sous mandat de dépôt. Le secrétaire général de l'Union des scolaires nigériens, qui est activement recherché par la gendarmerie, appelle les scolaires à observer le mot d'ordre qui, selon lui, reste la seule solution pour contraindre les autorités à revoir leurs copies. On l'écoute. Nous venons de déclencher un combat, évidemment un combat qui n'est pas fortuit, un combat qui est la résultante directe d'une lutte évidemment entamée depuis fort longtemps. Nous voulons à travers ce communiqué rassurer les militantes et militants, les sections de l'USN, les sous-sections, de resserrer leurs rangs, de s'engager avec la plus grande détermination pour veiller évidemment d'une part à l'exécution du présent mot d'ordre. Nous invitons l'ensemble des scolaires nigériens à rester chez eux, qu'ils soient des instituts, des universités publiques du Niger, des écoles publiques, des écoles privées, qu'ils restent chez eux, qu'ils n'ont même pas besoin de partir à l'école pour qu'une sous-section ou des éléments de l'ordre puissent venir leur faire sortir. Qu'ils marquent leur solidarité agissante dans ce contexte de crise, évidemment, et aussi prouver leur détermination, leur engagement à faire aboutir leurs justes et légitimes revendications. Beaucoup de tentations allant dans le sens de diviser les scolaires sont en train d'être orchestrées par des ennemis qui sont internes à l'organisation et qui sont aussi externes. C'est là qui, à leur temps, on y a échoué. C'est là qui estiment que nous-mêmes, nous devrons échouer. Nous devrons aujourd'hui leur montrer le contraire. Leur montrer le contraire en évidemment manifestant une solidarité inexplicable. Évidemment, une union
évidemment hors pair, nous devrons leur faire comprendre que si eux, face à ces épreuves, ont échoué, nous n'avons pas intérêt à échouer parce qu'en échouant, non seulement les scolaires nigériens ont échoué, l'ISN a échoué, mais au-delà, c'est le Niger qui a échoué parce que ce combat apportera son fruit pour le bien-être de notre pays qui semble être pris en otage par des personnes qui veulent à tout prix exercer évidemment le pouvoir de la pensée unique. Que c'est là qui pensent que la lutte est radicalisée, que c'est maintenant la lutte sera radicalisée. C'est maintenant nous allons prendre toutes nos responsabilités pour radicaliser les luttes. Au Cameroun, le convoi du gouverneur de la région du Sud-Ouest en zone anglophone a été la cible d'une attaque ce vendredi. L'incident est survenu alors qu'il se rendait à Mendy, chef-lieu du département de l'Ebialem, vendredi pour une cérémonie d'installation du nouveau préfet. Le gouverneur du sud-ouest camerounais a fait l'objet d'une attaque alors qu'il était en route pour la cérémonie d'installation du nouveau préfet. Des tirs ont visé son convoi au niveau de Léo. Aucun bilan officiel n'a été publié pour l'heure. Toutefois, selon des sources concordantes, plusieurs personnes ont été blessées dans le convoi. Les régions du nord-ouest et du sud-ouest, toutes deux anglophones, regroupent environ 20% de la population camerounaise. Elles sont secouées depuis plus d'un an par une profonde crise sociopolitique qui s'est peu à peu transformée en un conflit armé. Les séparatistes en lutte pour l'indépendance du Cameroun anglophone ont demandé aux représentants de Yaoundé ainsi qu'aux forces de sécurité de quitter leur territoire, les qualifiant de forces d'occupation. Depuis 3 mois, les groupes séparatistes armés y multiplient les actions violentes contre des symboles de l'État, notamment les attaques de gendarmerie, les enlèvements de fonctionnaires ou encore des accrochages avec l'armée. Les populations des 2 régions anglophones du pays font face à des besoins humanitaires grandissants. Certains habitants de la zone ont d'ailleurs migré vers d'autres pays, notamment le Nigeria, voisin par milliers. D'autres se réfugient en zone francophone. On parle sport pour finir. La Confédération africaine de football CAF va contribuer à la préparation des 5 équipes africaines qualifiées pour le Mondial 2018 à hauteur de $500 000 chacune. C'est ce qu'a annoncé le président de l'instance, Ahmad Ahmad. Il a également appelé les fédérations européennes à se prononcer en faveur du Maroc, candidat à l'organisation du Mondial 2026. Quant à l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations en été, elle n'est pas figée et peut être adaptée en fonction du climat. Selon lui, nous allons suivre cet élément. La dotation de $500 000 distribuée par la CAF est destinée à la préparation des 5 équipes qui s'apprêtent à participer à la compétition en Russie en juin prochain, l'Égypte, le Maroc, le Nigeria, le Sénégal et la Tunisie. C'est la fédération qualifiée qui est avec son équipe, mais nous, là, on est derrière à ce moment-là. On apporte notre contribution dans la préparation, c'est ce que nous pouvons faire. Interrogé sur la possibilité prochaine ou non d'une victoire africaine dans la compétition mondiale, Ahmad a répondu, c'est le vœu, la prière de tout ressortissant africain. Après, c'est sur le terrain que ça se passe. Le Maroc, candidat à l'organisation du Mondial 2026, peut compter sur le président de la CAF. Nous, même sur le plan politique, je ne vous le cache pas, on propose à l'Europe. Nous sommes les 2 grandes confédérations. Votez pour nous, on votera pour vous aussi la prochaine fois. Les fédérations européennes, comme la France, ont d'ores et déjà annoncé leur soutien à la candidature marocaine en concurrence avec une candidature commune États-Unis, Canada, Mexique. Le président de la CAF s'est aussi prononcé sur la Coupe d'Afrique des Nations prévue pour se dérouler en été lors de sa prochaine édition au Cameroun en 2019. Moi, j'ai un principe de gestion. Si je suis élu, c'est pour répondre aux attentes des parties prenantes. Et les parties prenantes, que ce soit les fédérations, les joueurs, les entraîneurs, tous, vous avez entendu lorsqu'ils se sont réunis, lorsqu'on les a réunis pour ce symposium. C'est eux qui ont voulu. On a déjà écouté, on a entendu leurs cris, mais on les a réunis officiellement pour qu'il y ait une tribune d'expression. On peut être flexible et on les a dit. On a déjà annoncé dès le départ. C'est pas figé. On peut revoir ensemble avec les parties prenantes, dans tel cas, comment on fait.
La CAF a décidé lors d'un symposium en juillet d'organiser désormais en été la Coupe d'Afrique des Nations, une compétition habituellement organisée l'hiver. Lors du même symposium de juillet, la CAF a également validé le passage de 16 à 24 équipes en compétition. Ce sera tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi.